Bonjour et bon après-midi en ce dimanche 29 avril ensoleillé. C'est Judith Petitpas qui vous parle en compagnie toujours de Jean-Bernard Drapeau qui est au choix musical et à la console. Et aujourd'hui, notre invité Marcia. Bonjour Marcia. Bonjour Judith, bonjour Jean-Bernard et tout le public. Bon, alors aujourd'hui, notre thème de l'émission, c'est le vitiligo. Alors, le vitiligo, c'est un mot dont on entend peu parler, mais qui existe et qui est présent chez les personnes qui le vivent. Alors, selon le site Passeport Santé, le vitiligo est une affection de la peau caractérisée par l'apparition de taches blanches sur les pieds, les mains, le visage, les lèvres ou toute autre partie du corps. Ces taches sont causées par une dépigmentation, c'est-à-dire la disparition des mélanocytes. Ce sont les cellules responsables de la couleur de la peau ou de la pigmentation. La dépigmentation peut être plus ou moins importante et les taches blanches de taille variable. Dans certains cas, les poils ou les cheveux qui poussent à l'intérieur des zones dépigmentées sont également blancs. Le vitiligo n'est ni contagieux ni douloureux, mais il peut entraîner une détresse psychologique importante. Le vitiligo est une maladie dont les symptômes sont surtout gênants sur le plan esthétique, les taches n'étant pas douloureuses ni directement dangereuses pour la santé. Par conséquent, le vitiligo est souvent minimisé et est encore insuffisamment pris en charge par les médecins. Or, il s'agit d'une maladie qui a un impact très négatif sur la qualité de vie des personnes atteintes. Les personnes ayant une peau foncée en souffrent tout particulièrement. On dit que le vitiligo touche de 1 à 2 % de la population. Il apparaît généralement entre l'âge de 10 et 30 ans et touche aussi bien les hommes que les femmes et survient partout dans le monde sur tous les types de peau. Les causes du vitiligo ne sont pas bien connues. On sait toutefois que l'apparition des taches blanches est due à la destruction des mélanocytes. Une fois les mélanocytes détruits, la peau devient totalement blanche. Le vitiligo est probablement une maladie qui a à la fois des origines génétiques, environnementales et auto-immunes. Le plus souvent, la maladie évolue à un rythme imprévisible et peut s'arrêter ou s'étendre sans que l'on sache pourquoi. Le vitiligo peut évoluer par phase, les aggravations survenant parfois après un événement déclencheur psychologique ou physique. Dans de rares cas, les plaques disparaissent d'elles-mêmes. Enfin, leur taille peut varier de quelques millimètres à plusieurs centimètres. Les taches sont généralement indolores, mais elles peuvent s'accompagner de démangeaisons ou de brûlures lorsqu'elles apparaissent. Alors, voici un petit peu là, le portrait général du vitiligo. On en apprendra un peu plus avec notre invitée d'aujourd'hui, Marcia. Marcia qui a 52 ans et qui est atteinte du vitiligo depuis l'âge de 5 ans. Donc, pour l'instant, on commence la musique avec cette fois-ci Björk et la chanson Yoga. La chanson Yoga avec Björk sur les ondes de CKIA 88,3 FM. Donc, c'est l'émission Encore complice qui débute à l'instant avec notre invitée Marcia. Marcia qui a 52 ans et qui est atteinte de vitiligo depuis l'âge de 5 ans. Donc, Marcia, est-ce que tu peux nous présenter un peu là, ton cheminement personnel en lien avec le vitiligo? Bon, on va commencer par l'enfance pour trouver un fil conducteur. Un enfant à 5 ans, on n'a pas conscience qu'on est différent. Mm-hmm. Alors, l'expérience d'avoir un vitiligo à 5 ans ou commencer un vitiligo à 30 ans est très différente. Mm-hmm. Hein? À 5 ans, j'ai perçu que j'avais le vitiligo à cause du feedback des autres. Hein? OK, le regard des autres. Le regard des autres, les enfants. Les enfants qui étiquettent toutes sortes de noms pas très gentils quand on a deux couleurs. Là. Alors, c'est ça, j'avais 2 couleurs. Je suis née dans un pays tropical où le soleil est tout le temps là et j'étais très bronzée souvent. Alors, être blanche et être bronzée des parties du corps, ça fait un peu vache. Oh! Oui. Oh là là! Alors, les enfants nous disent tout ça. Alors, des fois, par méchanceté, un peu du style innocent d'un enfant, hein, ça fait qu'on perçoit qu'on est différente et des fois ça exclut des jeux et des fois il y a des professeurs qui nous sous-protègent. Alors on perçoit en tant qu'enfant, j'ai perçu en tant qu'enfant que j'étais différente par les regards des adultes, par les regards des enfants et des fois les regards sont assez étranges, un peu comme un dédain, c'est ça qu'on dit là? Oui, oui. Des fois, les gens ont peur d'être contagieux. Ce n'est pas contagieux, c'est seulement visuellement différent, esthétiquement différent. Et moi, ça a commencé à 5 ans, mais à l'âge de 8-9 ans, j'étais à 90% de corps blanc
Il y a un peu de petites taches brunes ici et là. Alors, c'était vraiment un personnage qui appelle l'attention quand on circule. Oui. Hein. Mais surtout dans un pays où les gens sont plus foncés, disons. Non, au Brésil, on n'est pas plus foncé qu'ailleurs. Bon. Mais on est... c'est un pays de métissage. Alors, il y a de toutes couleurs, là. Mais je dirais surtout dans un pays où l'esthétique est très importante. Et je vois que ici aussi, il y a des gens de toutes les couleurs, là, mais l'esthétique ici n'est pas mise tant en évidence qu'au Brésil. Mais dans le sens où les gens vont, comme c'est un pays qui est chaud, les gens vont être habillés on de cache façon pas. plus courte, OK. C'est ça, on cache pas notre peau quand on est dans un pays qui est tout le temps chaud. Là. OK, donc la peau est toujours exposée finalement. La peau est toujours exposée. Et en tant qu'enfant, on est très naturel, on s'expose. Et là, l'autre envoie un regard. Fait que c'était pas évident à l'enfance. Et mes parents cherchaient plusieurs traitements à faire. Là. Et à 40 ans passés, 45 années passées, ça se connaissait pas beaucoup des traitements non plus. Et alors, voyager pour aller dans les traitements d'ici, de là, j'ai commencé à percevoir qu'il semblerait que j'étais malade. Mais je n'avais pas l'impression d'être malade. Enfin, vers l'âge de 12 ans, un médecin de la région où j'habitais a trouvé chez les Indiens une racine d'arbre à laquelle il faisait des expérimentations et moi j'étais sa cobaye. Oh mon Dieu, OK. J'étais très contente d'être cobaye parce que j'ai eu des résultats très rapides. Ah oui? Parce qu'à 12 ans, on commence à vouloir être féminine, à séduire, à faire attention à l'autre, au garçon. Fait que jusqu'à l'âge de 16 ans environ, ça a rétrogradé beaucoup mon vitiligo. Et ça restait comme 20% du corps. Fait que j'étais très contente d'être cobaye parce que comme les méthodes d'expérimentation de cette médecin n'étaient pas si internationales, on va dire comme ça, son médicament n'a pas resté longtemps sur le marché. Ah, OK. Alors, on est sorti de la main des Indiens quelque chose de précieux, mais ça prenait une industrie pharmaceutique qui faisait les tests à long terme et tout. Alors, j'étais gâtée. Les médicaments viticulomie ont sorti du marché de l'industrie Awad pendant plusieurs années. Et là, récemment, il est rentré de nouveau dans les marchés au Brésil. OK. Les recherches ont été faites. OK. Alors, je suis très contente pour les gens qui ont du vitiligo d'avoir ça en main. Par contre, c'est pas très connu internationalement. Internationalement, il y a d'autres traitements qui s'y font, qui sont très compliqués des fois. Et il fait que, au niveau de psychologique, c'est pas évident. Parce que c'est des traitements qui, on reste comme en focus sur cette maladie-là, parce qu'il y a plein de, tu peux faire une opération pour remplacer la peau, tu peux faire des traitements avec des rayons UV ou il y a des limites incroyables au quotidien. Et des fois, c'est l'alimentation qui demande de changer. Fait que, au lieu d'être quelque chose qu'on doit apprendre à vivre, on met le focus dessus. Voilà. À la vie adulte, après que j'avais trouvé mon amoureux, c'était plus facile à vivre avec ça. J'ai divorcé, j'ai trouvé un autre amoureux, mais plus facile encore à vivre avec ça. Donc, c'est plus facile en vieillissant, finalement, de vivre avec cette condition-là. Oui, la question, je trouve que la question fondamentale, c'est le regard de l'autre. Et quand on veut faire la conquête amoureuse, c'est le regard de ces gars qu'on aimerait être séduisantes. Hein? Alors, c'est toute une expérience d'apprendre à être séduisante autrement. Alors, Marcia, on s'arrête sur cette première intervention et puis on s'en va en musique et on continue après la pause musicale. Donc, cette fois-ci, on va avec Kanan et la chanson ABC. Alors, Kanan, qu'on vient d'entendre avec la chanson ABCs. Donc, nous sommes avec Marcia aujourd'hui et nous parlons du vitiligo. Marcia nous disait avant la pause musicale, là, en introduction, qu'elle avait développé cette condition-là depuis l'âge de 5 ans. Elle en a maintenant 52 ans.
Ce qui m'intriguait ou la question qui me restait dans la tête quand tu parlais, Marcia, c'était est-ce que tu t'es rendu compte que tu avais deux couleurs de peau à l'âge de 5 ans ou est-ce que vraiment l'apparition de deux couleurs différentes de peau est apparue vraiment vers l'âge de 5 ans? C'était à 5 ans les premières taches, là. OK. Moi, je pense pas que j'étais consciente. Ça me faisait pas grande différence. Hein. OK. Donc, t'as remarqué, mais tu t'en faisais pas de cas. C'était pas quelque chose d'important pour toi. Non, moi, dans mon souvenir, parce que quand même, hein, oui. c'est toujours relatif, dans mon souvenir, c'était à un moment donné quand un voisin m'exclut d'un jeu. Et là, j'ai demandé pourquoi. Et là, il m'a expliqué pourquoi. C'est là que j'ai compris qu'il y avait quelque chose à porter attention. Qui se passait? Là, j'avais déjà 7-8 ans, là, quand j'ai commencé à percevoir que ça donnait du trouble. OK. Et est-ce qu'on a su, au fil des années, là, ça fait quand même une 45aine d'années que tu vis avec ça, est-ce qu'on a su un peu pourquoi? Qu'est-ce qui est arrivé qui fait qu'à l'âge de 5 ans, tu as développé un vitiligo? Bon, d'abord, le vitiligo, c'est une maladie orpheline. Ça veut dire que comme, à principe, c'est classifié comme une maladie qui ne porte pas atteinte à la vraie santé vitale, il n'y a pas grand recherche qui puisse être faite là-dedans. Là, de temps en temps, il y a plusieurs recherches dernièrement. Alors, des chercheurs parlent de choc émotionnel. OK. J'ai eu quelques-unes à l'âge de 5 ans. Ça fait que j'ai pu, oui, trouver qu'il y a un lien avec des moments stressants. Donc vers l'âge de 5 ans, tu as eu des moments stressants qui font que peut-être, possiblement, ça pourrait être lié à l'apparition. Là. Oui, et aussi, j'ai vu récemment que en 96, au Liban, il y a eu plusieurs enfants qui ont très jeunes eu un début de vitiligo et ça coïncidait justement avec des stress de guerre. OK. Alors, c'est ça. Je trouve que dans mon histoire, ça fait du sens et dans les histoires que je vois d'autres personnes aussi, ça fait du sens, les liens entre stress et vitiligo. Et même à travers les années, à chaque fois que j'ai des phases de stress, je sais que le vitiligo peut augmenter. Ça fait que c'est un bon frein pour éviter les stress. Pas si bien, pas si bien. OK, donc il y a vraiment une action sur le stress à faire dans notre vie quand on a un vitiligo parce qu'on sait que ça peut augmenter si on est en période très stressante. Oui. Aussi, les dernières recherches parlent du manque de B12. Alors, le manque de B12 en lien avec stress, état émotionnel variable, mémoire et plusieurs facteurs qui sont fondamentaux dans la qualité de vie, même fatigue chronique avec c'est ça, avec les traitements par la B12, il semblerait qu'on peut même s'attendre que le vitiligo reprend, diminue, avec une fréquentation au soleil aussi. OK. Mais OK, donc il semble que finalement le manque de B12 fasse qu'il y a un lien, en tout cas, peut-être qu'on ne sait pas exactement lequel, mais il y a un lien avec la variation du vitiligo. C'est ça que j'ai lu dernièrement dans les recherches médicales. Je ne suis pas médecin, mais des fois je sais plus que les médecins. Très fréquemment, je sais beaucoup plus sur le vitiligo que les pauvres médecins qui sont formés pour nous donner l'impression qu'ils savent tout, là. Ils souffrent un peu des fois. Donc, puis aussi avant la pause musicale, tu nous disais aussi que l'impact, dans le fond, sur tous les rapports sociaux, là, soit les rapports de séduction ou soit les rapports amicaux, tout simplement, ou professionnels, etc. Ça avait eu un impact important dans ta vie. Puis là, tu me parles aussi d'un autre impact qui est un impact là, plus sur l'humeur, dans le fond, sur la mémoire, fait que ces deux impacts. On va aller en pause musicale, puis j'aimerais ça qu'on développe un peu là-dessus au retour de la pause musicale, avec plaisir. Si tu le permets. Alors allons-y avec cette fois-ci State of Grace de l'album Flig mit Ellen Alien. Alors, toujours sur les ondes de CKIA 88,3 FM, l'émission Corps Complice, c'est Judith Petitpas au micro. On vient d'écouter la chanson State of Grace de l'album Flig mit Ellen Alien, juste avant de reprendre le micro
avec notre invitée Marcia d'aujourd'hui. Alors, Marcia, donc, on a fait un peu le portrait de ton histoire personnelle. On a un peu débuté sur les impacts que ça a, ce vitiligo-là, dans ta vie quand même depuis au-dessus de 40 ans quand même. Donc, c'est quoi les impacts familiaux, sociaux, professionnels? Quand j'avais beaucoup de vitiligo, c'est différent d'aujourd'hui où j'ai seulement un petit, peut-être 20% ou plus bas que ça de la peau et je n'ai plus dans les visages. Alors c'est sûr que les visages, pour une personne qui a du vitiligo, ça peut limiter certaines professions ou certains types de situations où c'est plus gênant. Les gens peuvent réagir des fois quand ils voient quelque chose de différent avec curiosité, ils posent des questions. Des fois, c'est des réactions de pitié, des fois, c'est du dégoût, des fois, c'est des craintes de contagion. Alors, les réactions des gens, pour quelqu'un qui a du vitiligo, pour moi en tout cas, c'est comme on est avec un radar allumé. C'est un réflexe qui est développé. Une survigilance. Ouais. Et j'ai compris avec le temps de faire attention aux interprétations personnelles, parce qu'on devient tellement... S'il y a 10 personnes, il y a une qui réagit mal, c'est celle-là qu'on porte toute attention. Alors, c'est comme enlever le focus sur la perception de l'autre. Alors, il y a beaucoup d'impact au niveau de notre perception du soi et notre perception de l'autre. Et dans la perception du soi, c'est que, comme n'importe quelle personne qui a un handicap quelconque ou une maladie, le danger que j'ai perçu à travers ma vie, c'est d'être identifié comme la telle qui a un vitiligo. C'est comme, qui est Marcia? Ben, c'est celui-là qui a un vitiligo. Ah, OK. C'est l'attaché. Que ça devienne une partie de ton identité, finalement, ou que ça se résume à ça. Ouais. Quand j'étais adolescente, là, la fille, je sais pas, c'est celui-là qui est taché. Mais là, c'est pas Marcia, là. Fait que n'importe quelle personne qui vit avec la maladie ou avec des handicaps ont ce risque-là de s'identifier. Et la société peut nous identifier à notre différence, mais aussi nous-mêmes, à un moment donné, on assimile ça. Ça devient intériorisé, finalement. Vous êtes... OK, je comprends. Alors, j'ai dû travailler fort avec moi-même pour comprendre qui suis-je. Et le vitiligo fait partie de mon identité, oui. Elle m'a construit mon identité, elle a construit ma perception du monde, elle a construit mon style de réflexion, et elle a construit aussi mes valeurs transpersonnelles. Est-ce qu'on peut dire que le vitiligo maintenant fait partie de ton identité, mais elle est une partie, dans le fond, de ton identité? Elle est pas... T'es autre chose qu'une personne qui vit un vitiligo. Moi, à l'âge où je suis rendue, le vitiligo est en ressource. Parce que j'ai appris à être en relation avec la différence autrement. Alors, c'est sûr que c'est aidant de vivre dans le monde quand on a une attitude de compassion envers les gens qui ont des différences. Je suis plus sensible aux gens qui ont des difficultés, des faiblesses. Et je comprends mieux les gens qui ont des deuils, en tout cas. De toutes sortes, dans le fond. De toutes sortes de deuils. Alors, avec l'État, ça devient une ressource. Mais si on revient aux impacts, parce que je trouvais ça intéressant aussi ce que tu disais, avant la pause musicale, tu disais, ben c'est sûr, les impacts là, au niveau physiologique, disons, comme la mémoire ou comme... la fatigue, des humeurs changeantes, etc. Tu parlais aussi c'est sûr, des impacts sur le plan des relations sociales, amoureuses ou amicales, ou professionnelles même. Quoi d'autre? C'est déjà assez. C'est beaucoup, oui. C'est intéressant parce que quand tu vas au médecin, il dit, mais ça, c'est rien. OK, ça, c'est important. C'est seulement une petite tâche, là. Alors, on ne traite pas de ça parce que ni même pas le traitement ne fonctionne pas bien. Alors, ça, c'est rien. On va passer à d'autres choses. C'est banal. Et là, tu as nommé une liste très grande de tous les impacts. Alors, c'est rien ou c'est quelque chose,
Alors, pour celui qui est dedans, il y a un sentiment de solitude énorme. Parce que c'est quelque chose, mais pour celui qui vit. Pas pour la famille qui t'aime inconditionnellement, et ni pour les médecins qui ne savent pas du tout quoi faire avec ça. Oui, c'est quelque chose de vivre avec ça. Et j'ai eu plusieurs événements dans ma vie qui fait que tu rappelles que oui, c'est quelque chose, hein, même quand tu veux oublier. On a la tendance, à un moment donné, de créer un mécanisme de défense en disant, il n'y a rien là. OK. Et là, par exemple, j'ai des multiples exemples, hein, mais j'étais dans un club social pour la piscine et j'étais associée dans un club social où il y avait plusieurs sports, piscine, je sais pas quoi. Et on passait par les dermatologues pour qu'ils vérifient si on a des maladies contagieuses pour la piscine, je sais pas quoi. Ah oui, OK. Voilà, c'est au Brésil, ça. Et là, les dites médecins, et quand c'est mon tour, il me dit, bon, je te donne laisser-passer pour une journée. Oh là là. Et là, je dis, pourquoi? Mais je savais déjà, j'avais 21 ans, j'étais pas très naïf, là. Il dit, parce que t'as du vitiligo. Je dis, mais si vous savez même les noms de maladies, tu sais qu'elle n'est pas contagieuse. Mais oui. Il dit, elle n'est pas contagieuse, mais c'est assez laide. Oh. Alors, le monsieur, il a perdu son emploi le lendemain. OK, donc tu es allé revendiquer ta place dans la piscine. Oui. J'ai seulement signalé au président qu'il y avait un problème là-dessus, s'il allait résoudre. Alors, il a perdu son emploi. J'ai eu plusieurs événements où ma vulnérabilité est devenue ma force aussi. Oui. J'ai appris tranquillement à affirmer mon point, à affirmer ma présence et à dire, il n'y a pas de problème, alors laisse-moi vivre. Hein. Oui, oui, laisse-moi faire ce que tout le monde ou n'importe qui d'autre pourrait faire. Ouais. Alors, ça devient des chanceux malheurs. Oui, c'est ça. Alors, on va en parler de ça, ces chanceux malheurs-là. Après, au retour de la pause musicale, cette fois-ci, on y va avec Thievery Corporation et la chanson Pela Janela. Thievery Corporation avec la chanson Pela Janela. Alors, on se rend compte que cette chanson-là est en portugais du brésilien. Alors, comme on a une experte en cette langue, comment tu le prononces? Pela janela. Et qu'est-ce que ça veut dire? À travers la fenêtre. Ah, OK. Donc, c'est une chanson en ton honneur. Marcia, c'était pour toi aujourd'hui, cette chanson. C'est gentil, c'est gentil. Alors, avant la pause musicale, je trouvais ça intéressant ce que tu nous disais, c'était que, dans le fond, pour traverser un peu cette épreuve-là, puis apprendre graduellement à accepter le corps que tu as, dans toute sa globalité, tu avais, en tout cas, ce que je comprenais, ce que j'interprétais de ce que tu disais, c'était que tu avais développé une espèce de compassion, une espèce de compassion, dans le fond, envers les autres, mais peut-être aussi envers toi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, c'est la différence, hein? C'est la différence que c'est la question. Et au fond, quand on regarde à fond, tout le monde est différent. Oui. Hein? Mais il y a certaines différences qui sont plus difficiles à vivre que d'autres. Qui sont plus stigmatisantes, en tout cas, que d'autres. Alors, les personnes handicapées, les personnes malades, les personnes âgées, les personnes avec des problèmes d'apprentissage. Alors, dans notre société, on a l'impression que tout le monde doit se normaliser à un niveau quelconque de performance et de beauté. Mais si on regarde, la différence est très, très présente. Et ça cause beaucoup de souffrance, énormément de souffrance, les étiquettes et l'exigence de perfection. Alors, j'ai développé une certaine compassion envers les prochains avec ça. C'est vraiment très, très valorisant, hein, parce qu'avec tout ça, il y a une question d'estime du soi, hein, qui est au cœur. Et comment on apprend à déjouer les problèmes d'estime du soi, c'est par des attitudes du cœur. Hein. OK. Alors, au-delà du corps, il y a le cœur. OK. Fait que j'ai compris ça. Donc, c'est ce que tu as développé, toi. Ouais, les cœurs et l'intelligence. Alors, j'étais vraiment quelqu'un qui avait le goût d'être performante à l'école pour que j'aie une valeur. OK. Est-ce que c'était une forme de compensation? Oui, je pense que oui. J'ai fait de la thérapie à travers tous ces défis-là. C'est important, hein, les supports thérapeutiques pour les gens qui vivent des défis existentiels comme ça. Et
j'ai compris avec le temps, plus avec la vie adulte, hein, quand on est jeune, on est dans le conflictuel pas mal. Mais avec la vie adulte, j'ai compris mieux que tous ces deuils, toutes ces imperfections, et la différence, c'était des outils. Des outils pour vivre mieux en société, pour pouvoir aussi être aidante à son prochain. Donc quand même, beaucoup de cheminement derrière tout ça. On ne soupçonne pas tout le cheminement qu'il y a derrière, par exemple, notamment une personne qui vit un vitiligo. Est-ce que l'humour fait partie de tes stratégies? Tu sais, quand tu disais, c'est parce que ça me fait penser au début de notre rencontre, quand tu disais, des fois les gens passent jettent des regards un peu maladroits ou font des remarques un peu maladroites. Est-ce qu'il y a l'humour qui... C'est pas dans mes habiletés l'humour de la parole. OK. Mais j'ai cherché plus la joie de vivre comme le sourire, l'attitude. Hein, OK. Comme pour transparaître que je suis pas malheureuse, là. C'est comme, regarde pas trop ça, c'est pas ça ma martière à moi, là. Qu'il y a autre chose que ça, finalement. Il y a autre chose que ça. Alors, j'ai développé plus les réflexes de rire et de danser. J'aime beaucoup danser. J'ai aimé beaucoup danser. Là, ça fait un bout que je suis tranquille dans mon coin. C'est ça. À travers ma vie, j'ai cherché plus à être dans la joie. Je travaillais beaucoup dans le domaine de l'art aussi, les couleurs. J'ai eu des phases sombres et des phases colorées. C'est l'expression symbolique à travers les arts, ça m'a aidé beaucoup en dialogue intérieur. Alors tout ça devient des ressources importantes pour apprendre à vivre en société au-delà d'un défi très simple, c'est seulement l'esthétique. Ah bon? Selon certains, disons. Ouais, certains médecins. Alors, allons-y en musique, cette fois-ci avec Pennywise et la chanson Unknown Road. Donc, alors, ce qu'on vient d'entendre, c'est Pennywise avec la chanson Unknown Road. Et peut-être une petite parole aussi de Marcia entre-temps. Alors Marcia, on arrive à notre dernier segment de l'émission. Ça va très vite, encore une fois. Donc, tu nous as parlé quand même, tu t'es livré là, sur ton histoire personnelle, toutes tes réflexions, les stratégies aussi, un peu les causes de tout ça. Aujourd'hui, ou à travers le temps, disons, quel sens tu donnes à cette expérience-là? Comment tu as fait pour accepter puis à développer un bien-être avec toi-même? C'est une très bonne question. C'est sûr que comme les médecins ne donnent pas d'explication, les recherches non plus, etc., moi, j'ai dû faire mes propres réflexions de pourquoi moi, pourquoi ça. Et j'ai arrivé à une recherche spirituelle. Et au Brésil, on est privilégié de pouvoir fréquenter différentes croyances et différentes lignes de pensée parce qu'on est un monde très métissé. Et c'est quand même un beau refuge de comprendre dans mes expériences et dans mes recherches où je comprends qu'il y a plusieurs réalités d'une vie spirituelle considèrent la réincarnation. Alors, en rentrant par les biais des recherches sur les réincarnations, ça peut laisser comprendre que, bon, si on a plusieurs incarnations, ça se peut que le corps a des traces de vie antérieure et qu'on a un bagage qui est difficile à comprendre, toute la cohérence d'une vie, pourquoi ceci ou cela dans cette vie ici. Alors, c'est pas injuste, c'est seulement une cohérence difficile à céder dans notre limite de compréhension. Et parce que les punitions, hein, de pourquoi je suis comme ci, comme ça, parce qu'on est puni, dans certains types de croyances, ça ne me convenait pas. Est-ce que je me trompe si je dis que j'ai l'impression que ce que tu dis, c'est que quand on voit ça sous forme de continuité, ben c'est moins culpabilisant dans l'espace de cette vie-ci, dans le fond. Oui, c'est comme faire confiance de que s'il y a une personne qui est handicapée grave, une personne qui a des souffrances majeures, psychologiques ou physiques, on peut les comprendre si on accède à un monde plus large que celui qu'on voit.
ici, maintenant. Alors, c'est plus facile à accepter que dans notre limite de compréhension, on ne peut pas tout expliquer, mais il y a des explications. Tout est cohérent et tout est juste. Alors, je suis allée faire des visites dans mes vies antérieures. Ah là, OK. Oui, pour chercher la source de mon vitiligo. Je suis allée faire des recherches scientifiques sur le monde de l'au-delà. Alors, j'ai compris des choses qui, pour moi, m'ont aidé à accepter. Intégrer les réalités. C'est pas accepter inconditionnellement ni aveuglement, mais intégrer des réalités que j'observe dans ma vie, dans la vie des autres aussi. D'autres qui souffrent plus que moi. Et c'est plus tranquille de vivre comme ça et c'est moins stressant aussi. Ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu as utilisé plusieurs sources, on va dire, entre guillemets, pour intégrer ton expérience, dans le fond, des points de vue qui sont plus spirituels, plus ésotériques, je ne sais pas si on dit ça comme ça. On ne dit pas ésotérique, pas ésotérique, je parle de plus de science. Science, c'est ça, mais donc scientifique. Donc, il y a plusieurs points de vue, dans le fond, que c'est ce que je trouve intéressant dans ce que tu dis, c'est que tu t'es pas restreinte à la science seulement pour essayer de comprendre ce qui t'arrivait, tu es allée au-delà de pas seulement la science médicale. Médicale, oui. Ouais, une science plus ouverte. Alors, j'ai quelques ressources. Il y a une ressource c'est les camouflages. Ça, c'est très terre à terre. On revient, c'est ça. On sort de transcendant et on arrive à la terre. Alors, il y a un produit que j'ai découvert il y a quelques années qui est de l'industrie Vichy, qui c'est le Dermablend, qui c'est un fond de teint à la preuve de l'eau. C'est ça qu'on dit? Oui, à l'épreuve de l'eau. À l'épreuve de l'eau. Et la personne qui a du vitiligo, elle peut utiliser 24 heures et que ça ne soit pas ni avec de l'eau, ni... Alors ça, c'est vraiment une ressource très intéressante. Et ça se trouve dans les pharmacies spécialisées en Vichy. Et aussi, les personnes même qui ont des tatouages utilisent ce produit-là. Fait que ça vient uniformiser plus la peau, dans le fond. Oui, tu uniformises ta couleur. Alors, ça donne à la personne qui a du vitiligo, ça donne à moi le pouvoir de choisir quand est-ce que j'ai deux couleurs, quand est-ce que j'ai une couleur. Ben, c'est vrai, il y a des moments où, finalement, peut-être qu'on préfère... Oui, si je vais dans un party, j'ai envie de faire la coquine, je cache les taches, là. Mais si je suis relaxe entre les gens que j'ai confiance, même au travail et tout, je ne cache pas. Alors voilà, Donc ça, c'est un truc que tu peux donner aux gens qui le vivent ou aux gens qui ont toute autre forme, dans le fond, par exemple, de tatou, tu parlais. Des différentes couleurs sur sa peau. Et un autre truc que je trouve très intéressant aussi, c'est les associations. Il y a des associations qui soient des gens qui s'y rencontrent personnellement, c'est mieux, mais sur Internet aussi, pour sortir de la solitude. Parce que comme on est seulement 1% de la population, les sentiments de solitude, des fois, poignent aussi. On n'est pas compris par l'autre et tout. Alors, entre personnes qui ont... Mais souvent, les personnes qui ont du vitiligo n'aiment pas parler de sujet. Fait qu'il y a une association, au moyen, il y a là un contrat de que c'est de ça qu'on parle. Mais si on croise quelqu'un à la rue, tu dis, toi aussi, tu as du vitiligo, l'autre, il aime pas ça. Oh là là, ouais. Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Oui. C'est vrai? Oui, parce que quand je rencontre du monde, je veux parler des traitements que j'ai passés, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, mes camouflages et tout. J'ai une enthousiasme quand même de partager une expérience qui, pour moi, c'est déjà... intégré. Alors, j'aimerais bien aider du monde. Et est-ce que c'est toi qui vas vers les gens ou toi, il y a des gens qui sont déjà venus vers toi? Rarement, très rarement dans ma vie. Tant au Brésil qu'ici ou qu'ailleurs? Les gens viennent comme, es-tu brûlé? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est comme la catastrophe, là? Non, pas de catastrophe. Tu vas voir bien. Pour donner des suggestions de traitements, c'est plutôt rare. Mais moi, j'aime ça aller vers les gens pour parler de ça, là, mais je suis plus prudente que quand j'étais jeune. Ça fait partie de ta compassion. J'ai les goûts. En tout cas, j'encourage les gens, si vous connaissez du monde qui a du vitiligo, à s'associer, à se rencontrer, à échanger pour normaliser le sujet. Et se désidentifier de ça. Avant qu'on aille à la pause musicale, est-ce que tu connais une association qu'il y a ici à Québec? Est-ce qu'il y en a? Ici, à Québec, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, hein? OK. Mais en cherchant sur Internet, il y a
au moins virtuel, oui. Mais on pourrait fonder une. Oui, c'est ça. Alors, on s'en va en pause musicale pour la dernière fois aujourd'hui. Donc, c'est Sonendek et Meinrad Jungblut. Alors, Sonendek, qu'on vient d'entendre pour la dernière fois là, durant notre émission d'aujourd'hui, Corps complice sur les ondes de CKIA 88,3 FM. Donc, aujourd'hui, notre émission portait sur le vitiligo avec notre invitée d'aujourd'hui qui est Marcia, qui a 52 ans et qui est atteinte de vitiligo depuis l'âge de 5 ans. Donc, Marcia, c'était extrêmement intéressant de t'entendre aujourd'hui. Moi, ce que je retiens de l'émission d'aujourd'hui, c'est un peu d'abord de savoir qu'il y a une condition physique qui touche la peau, qui s'appelle le vitiligo, que ce n'est pas dangereux, mais que ça a des répercussions ou des impacts qui sont importants pour la personne qui le vit. Sans être douloureux ou dangereux, ben, il y a quand même des impacts là, qui sont non négligeables et qui sont importants à savoir. Donc, déjà que les gens soient plus au courant de cette condition-là, moi, c'est ce que je retiens aujourd'hui, l'importance de savoir, dans le fond, que ça existe. Qu'est-ce que tu as envie qu'on retienne aussi, Marcia? Il y a une petite chose, c'est que si quelqu'un a de vitiligo, c'est de parler à son médecin et de vérifier le niveau de B12, parce que c'est des recherches nouvelles et le manque de B12 donne des répercussions très plates dans la vie quotidienne qui peuvent être dérangeantes à long terme. Et qui vont au-delà de juste l'aspect esthétique, finalement. Bien au-delà. Ça peut même amener à la démence. Alors, l'autre aspect que je trouve fondamental, que c'est plus réflexif, c'est sur la beauté. Comment on peut être esclave de la beauté et souffrant à travers la beauté. Et qu'on peut aussi trouver une grande utilité à la beauté. Alors, toute une réflexion sur comment rendre le plaisir esthétique, la beauté comme un outil pour être heureux. Alors, merci beaucoup, Marcia, de ton témoignage d'aujourd'hui. Donc, la semaine prochaine à l'émission, c'est un homme qui est atteint de spina bifida que nous recevons. J'ajoute aujourd'hui que pour nous faire part de vos commentaires, suggestions ou autres, il y a sur le site de CKIA, il y a un onglet sur l'émission Corps complice. Vous pouvez nous envoyer vos commentaires ou vos suggestions, ou bien à l'adresse judithpetitpas@hotmail.com. Donc, c'est toujours intéressant d'avoir de vos commentaires. Merci beaucoup à Marcia, merci à Jean-Bernard Drapeau qui était au choix musical et à la console aujourd'hui. Merci aux auditeurs d'être avec nous tous les dimanches. C'est Judith Petitpas au micro. Je vous invite à rester à l'écoute de CKIA pour Jazz Bazar ce soir à 18h. Donc, c'était CKIA 88,3 FM, l'émission Corps complice, les dimanches de 15h à 16h. Et on vous laisse avec le thème musical qui est Charles Papassoff et on vous dit à la semaine prochaine.